Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le sud du pays où la lutte contre la sécheresse se poursuit. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ouverture de la conférence sur la solution à deux États lors du sommet des Nations Unies. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez et merci de nous accueillir chez vous. Direction le sud du pays où toujours dans le cadre de la réponse nationale face aux effets persistants de la sécheresse initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, un convoi humanitaire composé des camions chargés des vivres essentiels est arrivé à Gagadé, une localité touchée à la sécheresse située dans la région de Dikil. Dès les premières heures de la matinée, des convois chargés des vivres ont été acheminés vers la localité reculée de la région de Dikil à Gagadé, sévèrement touchée par la sécheresse. Au total, 200 ménages ont reçu une aide alimentaire complétée par des rations destinées aux cheptels, ressources essentielles pour les éleveurs de la région. L'opération a été menée sous la supervision directe du préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdiroble, accompagné du vice-président du conseil régional, Ibrahim Gourou, du chef de corps adjoint de Riyad, ainsi que le représentant du ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Autre composante essentielle de cette mobilisation, une équipe mobile du ministère de la Santé, conduite par le médecin-chef de Dikil, a également été déployée. Sa mission, couvrir l'ensemble des zones affectées, assurer un suivi sanitaire de proximité et prodiguer des soins de première nécessité aux populations vulnérables. Cette opération d'envergure se poursuivra dans les jours à venir avec pour objectif de couvrir toutes les localités impactées par la sécheresse. Et on reste toujours dans le sud du pays, mais on change de région. Cette fois-ci, on va vers Ali Sabié, où on face à la sécheresse exceptionnelle qui frappe plusieurs régions du pays. Le gouvernement de la République de Djibouti a renforcé son dispositif d'intervention humanitaire. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de l'appel pressant lancé par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, en faveur d'une action solidaire, coordonnée, rapide, pour répondre à la crise humanitaire croissante. Et bien, dans ce contexte, un troisième convoi humanitaire composé de 8 camions chargés de vivres, de produits de première nécessité, est arrivé dimanche dans la région d'Ali Sabié. Cette opération marque une étape significative dans la mise en œuvre du plan d'urgence national de soutien aux populations rurales sévèrement affectées par la sécheresse. Les aides acheminées incluent des denrées alimentaires de base, à savoir des riz, farine, sucre et huile. À son arrivée, le convoi a été accueilli par les autorités locales, des représentants du ministère des Affaires sociales. Cette distribution vise à soulager les familles les plus vulnérables dont les conditions de vie se sont dégradées à cause de la rareté des précipitations et de la baisse des ressources hydriques. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le centre de développement communautaire du CDC de quartier 7 qui a réouvert ses portes au public à l'issue de l'important travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement. Rappelons que la cérémonie officielle a été présidée par son Excellence, Madame la Ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, en présence de M. Ali Adawi Lokita, président par intérim de la commune de Blaos, des hauts cadres du ministère, des élus locaux, ainsi que des représentants des mouvements associatifs et de quartier. Construit dans les années 1970, le CDC de quartier 7 bis a bénéficié d'un programme ambitieux de modernisation 3R, à savoir réhabilitation, rééquiper, redynamiser, conduite par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Les travaux ont permis d'améliorer, d'élargir considérablement les infrastructures existantes avec la création de nouveaux espaces fonctionnels, à savoir une salle auditorium adaptée aux activités culturelles et artistiques, une bibliothèque ouverte aux jeunes, une salle de réunion destinée aux échanges communautaires, une salle de formation pour les ateliers éducatifs et professionnels, une salle dédiée aux femmes et enfin un terrain en gazon synthétique pour les activités sportives. Et sans oublier une aire de jeu pour les enfants. Ce CDC, construit dans les années 1970, le CDC des quartiers 7 bis a bénéficié d'un programme, comme je vous le disais, ambitieux de modernisation du 3R, à savoir
réhabilitée, rééquipée, redynamisée, conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Les travaux ont permis d'améliorer et d'élargir considérablement les infrastructures existantes. Eh bien, dans son allocution, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, a souligné qu'aujourd'hui est un jour de joie pour nous. Ce centre communautaire fait partie des premières infrastructures construites après que notre pays a retrouvé son indépendance. Aujourd'hui encore, ce centre a été magnifiquement rénové, rééquipé, ce qui reflète l'engagement du gouvernement à fournir des équipements modernes, notamment ceux de 4 et 5e génération pour les CDC, Centres de développement communautaire. Rappelons que nous voulons, a-t-elle dit la ministre, que ce CDC serve aussi pour les activités sportives, pour les entraînements des jeunes talents et qu'il devienne un centre de formation professionnelle. Ce centre, situé dans le quartier bis, est un point de rencontre pour plusieurs quartiers voisins, comme Humbouli, Cité Progrès, permettant ainsi aux jeunes de ces différentes zones de se retrouver et d'interagir, a-t-elle indiqué la ministre. Le CDC fait partie d'un programme national de réhabilitation des centres de développement communautaire, un projet du gouvernement visant à moderniser les infrastructures sociales pour permettre aux jeunes d'avoir accès à tous les services nécessaires dans des centres bien équipés répondant aux normes internationales. Ainsi, la population, a-t-elle dit la ministre du quartier et de Cartillet, a eu la chance de bénéficier de cette rénovation. J'encourage donc les jeunes à bien entretenir ce centre, à l'utiliser pleinement et à en tirer le meilleur profit. Vous devez savoir que le gouvernement accorde une attention particulière au développement social, en particulier à la jeunesse, aux femmes et aux personnes âgées, car ces groupes constituent la majorité de la population. La rénovation de ce centre répond donc aux différents programmes menés par le ministère, notamment ceux liés à l'inclusion sociale, l'accompagnement des jeunes pour leur offrir des opportunités d'emploi, protéger leur santé, préserver leur culture et leurs valeurs de la société. Le tout fait partie d'une stratégie claire du ministère, inscrite dans la politique nationale que nous mettons en œuvre ici avec l'aide de nos partenaires, a-t-elle conclu la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, où le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a accueilli aujourd'hui au Rate Sea Award une importante délégation conduite par M. Enoch Garisbe, directeur des TIC de l'autorité portuaire de Namibie, dans le cadre d'une mission de benchmarking des systèmes communautaires portuaires. Les discussions ont principalement porté sur le système de Djibouti Port Community Systems, le transport multimodal, le Sea Air Cargo et l'exploitation du sel du lac Assal. Le Djibouti Port Community System, lancé en 2018, a particulièrement retenu l'attention de la délégation namibienne. Cette plateforme numérique centralisée connectait efficacement tous les acteurs de la chaîne logistique, ports, douanes, transporteurs, opérateurs logistiques et zones franches, permettant ainsi de fluidifier les procédures, de réduire les délais, d'assurer une transparence accrue et d'offrir une gestion en temps réel des flux, des marchandises, des documents. Le port de Djibouti à l'aéroport d'Ambouli servent déjà le commerce extérieur de la Namibie à travers l'initiative Sea Air Cargo, desservant 25 pays du 28 villes du continent africain, Djibouti directement à Windhoek. La Namibie possède 3 corridors, Trans-Orange, Trans-Parking et 2 ports, Walvis Bay. Luderitz, le président de l'autorité des ports et des zones franches, a également demandé un partage de leur expérience concernant la gestion du corridor Walvis Bay et Luderitz vers les pays enclavés. Durant leur séjour, les membres de la délégation ont également visité les principales infrastructures portuaires du pays, notamment le Doralé Multipurpose Port, le terminal A. Le Djibouti International Free Trade Zone, le Djibouti Damerjouk Industrial Park et la jette pétrolière de Damerjouk. Rappelons que ces visites ont permis de constater l'alignement stratégique centre infrastructure physique. Cette visite à la délégation namibienne confirme la position de Djibouti comme leader régional en matière de digitalisation portuaire et ouvre la voie à des nouvelles dynamiques, transfert des compétences. Dans notre magazine de cet après-midi, nous vous parlerons de la République de Djibouti s'impose comme l'un des meilleurs tremplins pour la finance islamique dans le continent. Ce positionnement stratégique s'inscrit pleinement dans les ambitions de devenir un hub sous-régional, commercial
et financiers. Reportage. Le positionnement stratégique du Djibouti s'inscrit pleinement dans les ambitions de devenir un hub sous-régional commercial et financier. Depuis 2006, notre pays s'impose comme un acteur majeur de la finance islamique sur le continent africain. La place financière djiboutienne a connu un développement remarquable porté par l'arrivée des banques islamiques. Le pays a vu son taux de bancarisation plus que doubler, une avancée significative en matière d'inclusion financière. Sous l'impulsion de la politique éclairée du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, notre pays compte aujourd'hui plusieurs banques islamiques opérant activement. Djibouti s'impose comme l'un des meilleurs tremplins pour la finance islamique dans le continent. Un pari gagnant pour le président Guelleh qui ambitionne de faire de notre pays un hub financier régional. C'est pourquoi le président a été honoré de recevoir le prix Global Islamic Finance Awards à Astana, au Kazakhstan. Ce prix résulte du cadre réglementaire mis en place par les autorités djiboutiennes et favorable à la finance islamique. Malgré leur implantation relativement récente, ces institutions financières ont su s'imposer comme des acteurs incontournables du paysage bancaire djiboutien. Elles proposent une large gamme de produits conformes à la charia, répondant ainsi à une demande croissante pour une finance éthique, transparente et fondée sur le partage des risques. Et le résultat ne se fait pas attendre. En effet, ce 18 juillet 2025, lors d'une cérémonie des Arab Awards organisée par la World Union of Arab Bankers à Beyrouth, Salam Bank a été récompensé par ce prix du nom de Outstanding Contribution to Financial Inclusion to Horn of Africa. Pour l'occasion, M. Abdallah Ridash, directeur commercial de Salam Bank, a accordé une interview exclusive à la radio-télévision du Djibouti. Ce prix est une grande fierté pour nous tous à Salam Bank. Il vient de reconnaître des années d'efforts constants pour rapprocher les services financiers des populations. C'est une reconnaissance de notre engagement envers l'inclusion, l'innovation et le développement régional. C'est une reconnaissance internationale de notre vision, une finance islamique éthique et accessible pour tous. Depuis sa création, Salam Bank a su s'imposer comme un acteur clé dans la promotion de la finance islamique inclusive à Djibouti et dans la région. Grâce à des produits éthiques, la banque a su répondre à une demande croissante pour des services financiers transparents et accessibles. Parmi nos initiatives phares, l'élargissement de notre réseau d'agences et de guichets mobiles dans les zones rurales, le lancement des produits financiers adaptés à tous, y compris les jeunes, les femmes, entrepreneurs et les PME. La digitalisation avec des services mobiles bancaires accessibles à faible coût et notre modèle conforme à la charia qui inspire confiance à une large frange de la population. L'un des plus grands défis a été l'accès géographique. Beaucoup de communautés vivant loin des centres urbains. Il a donc fallu innover, créer des solutions mobiles, former des agents locaux et aussi gagner la confiance. Et aujourd'hui, Salam Bank est présente dans toutes les régions de l'intérieur. Ce prix est aussi une reconnaissance pour Djibouti en tant que hub financier régional et nous avons des grandes ambitions à l'avenir, c'est ce qu'a martelé M. Abdallah Ridash, directeur commercial de Salam Bank. Absolument, ce prix met Djibouti à l'honneur en tant que pôle financier islamique en pleine émergence dans la Corne de l'Afrique. Une politique de son excellence, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et nous, en tant que Salam Bank, nous contribuons à bâtir cette crédibilité régionale. L'avenir est prometteur. Salam Bank souhaite étendre ses services dans d'autres pays de la région et renforcer ses partenariats internationaux tout en restant fidèle à nos principes. Ce prix
nous oblige à faire encore mieux. Nos priorités, inclusion digitale, finance verte islamique et financement des jeunes entrepreneurs. Je remercie nos clients pour leur confiance et nos partenaires pour leur soutien, à nos collaborateurs également pour leur engagement sans faille. Ce prix est le vôtre. Un positionnement géostratégique exceptionnel et une stabilité politique relative. Djibouti se positionne ainsi comme un modèle à suivre pour d'autres pays africains souhaitant développer la finance islamique comme un levier de croissance inclusive et durable. Direction la sous-région, plus précisément Somaliland, où après une ouverture haute en couleur de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Hargeisa, s'est poursuivi avec des panels de discussions riches, réunissant des écrivains de divers horizons. Parmi eux, les écrivains djiboutiens ont occupé une place de choix, marquant les esprits par la profondeur de leur intervention, de la pertinence de leurs œuvres littéraires. Engagés dans plusieurs panels thématiques aux côtés d'autres régionaux et internationaux, les écrivains djiboutiens ont su exposer avec brio leur ouvrage, mettant en lumière les récits, les enjeux, les identités qui traversent la littérature de la Corne de l'Afrique. Chaque présentation fut l'occasion de revenir sur le processus créatif, les sources d'inspiration et les messages véhiculés par leurs livres. Leur intervention ont donné lieu à de nombreux échanges avec le public, composé en majorité des jeunes universitaires issus des différentes institutions de la ville de Hargeisa, ainsi que d'intellectuels, des poètes et d'autres écrivains somalilandais. Ces moments d'échange ont été unanimement salués par les écrivains djiboutiens et ont été largement applaudis. Leurs œuvres vivement appréciées pour leur portée culturelle, leur style et la qualité des réflexions qu'elles suscitent. Leur participation active a témoigné non seulement du dynamisme de la scène littéraire djiboutienne, mais aussi de l'intérêt croissant que suscite cette littérature auprès des publics de la région. Dans le prolongement de ces échanges intellectuels, les soirées musicales ont été organisées, venant ponctuer les journées de la foire avec des moments festifs et artistiques. Les artistes djiboutiens venus avec la délégation conduite par le ministère de la Jeunesse et de la Culture djiboutien ont contribué à cette soirée culturelle par des prestations musicales vibrantes et chaleureusement saluées par le public somalilandais. Les jeunes artistes issus du groupe Djib Talent qui accompagnent la délégation ont livré des performances exceptionnelles mêlant modernité, tradition, chant et engagement. Leurs chansons portées par une énergie contagieuse et un profond sens artistique ont séduit un public venu en nombre pour les applaudir. La présence de ces jeunes talents djiboutiens a largement contribué à renforcer l'amitié culturelle entre Djibouti et la Somaliland. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, la conférence onusienne pour la solution à deux États, appels internationaux et à la reconnaissance de la Palestine à la fin de l'occupation. C'est ainsi que le Premier ministre palestinien, Mohamed Mustafa, a souligné que la conférence sur la solution à deux États devrait marquer un tournant concret, traduisant les positions internationales en action. Lors de la première conférence onusienne consacrée au soutien de la solution à deux États, Mustafa a déclaré lors de son intervention aux Nations Unies sur le règlement du conflit israélo-palestinien que la Palestine aspirait à un État libre. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé qu'aucune paix ne serait possible au Moyen-Orient sans la solution à deux États, soulignant que l'établissement d'un État palestinien était un droit inénarrable. Toujours dans l'actualité internationale, la ville de Saint-Georges à la Grenade a accueilli l'ouverture du Forum Afrique-Caraïbes pour le commerce et l'investissement, réunissant plus de 1800 participants, parmi lesquels des chefs d'État, ministres, investisseurs et représentants d'organisations, développement, institutions financières, ainsi que des entrepreneurs issus de plus de 70 pays d'Afrique, de la Caraïbe et de la diaspora. Organisé sous le thème Résilience et transformation, renforcer la coopération économique à l'ère de l'incertitude mondiale. Le forum constitue une étape majeure dans le processus d'intégration économique entre l'Afrique et la région Caraïbes. Et enfin, dans l'actualité internationale, dans une décision sans précédent, la Cour internationale de justice siégeant à La Haye a rendu un avis consultatif officiel déclarant
que le changement climatique représente une menace existentielle pour l'humanité tout entière. La Cour met en garde contre les conséquences graves de la poursuite des émissions de gaz à effet de serre, sans action décisive, soulignant que les gouvernements ont des obligations juridiques claires en vertu du droit international pour atténuer les effets de ce phénomène. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.